Son papa, il était halluciné, quoi. Enfin, Alessio arrive, il avait des résidus noirs sur le côté droit du visage, sur les dents des choses collées, sous les ongles des choses noires collées aussi. Alessio était absent, paniqué. Hello, bienvenue dans le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec 20 minutes. Dans cet épisode, on aborde le cas de la négligence en unité d'accueil avec notre invitée Alexandra, qui se bat pour son fils autiste. Alexandra, salut. Salut Joe, ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Écoute, ça peut aller. Ça peut aller? Ça peut aller, ouais, franchement. Alors dis-moi, quel est le quotidien, si je peux formuler la question comme ça, d'une maman d'un enfant atteint d'autisme? Le quotidien, c'est un quotidien à 1000 à l'heure. À 1000 à l'heure. T'as pas forcément beaucoup de sommeil. Tu dors pas beaucoup. Ça dépend, des fois, en fait, ça dépend de ton enfant. T'es tout le temps sur le qui-vive. T'es en permanence en train de surveiller ton enfant comme un enfant de 18 mois, en fait. Tu dois t'occuper de lui comme un enfant de 18 mois parce que il n'est pas forcément autonome. D'accord. En tout cas, vis-à-vis de la sévérité de son autisme, en tout cas, lui, il n'est pas autonome. D'accord. Donc, quand on parle de lui, c'est Alessio. On parle d'Alessio, ouais, C'est exactement. Excuse-moi, j'avais oublié de le préciser. Pas de souci. Donc, Alessio, voilà, quoi, tu dois, le quotidien, par exemple, tu te réveilles le matin, tu dois lui préparer son petit-déj, tu dois l'aider à manger, tu dois le changer puisqu'il n'est pas encore propre. Tu dois l'habiller, lui mettre ses chaussettes, son pantalon, tout. Tu dois lui laver les dents, tu dois le coiffer, enfin faire tous les soins, tous les soins, tu dois lui faire. Et voilà, quoi. Puis après, tu le prépares, Ego, pour aller à l'école. Et puis à 15h50, il revient et c'est le même système. Tu le rechanges, tu l'aides à manger son goûter, tu l'aides pour tout, quoi. Tout le temps. Et tu es en permanence sous surveillance parce qu'en fait, Alessio, il n'a pas conscience du danger. Donc il peut se mettre en fait en danger très rapidement. Très, très rapidement. Il peut aller dans la cuisine. Ah ouais, il peut aller dans la cuisine, il peut toucher des casseroles, essayer de toucher des casseroles chaudes. Il peut... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Moi, dans mon appart, chaque fenêtre, en fait, il y a des verrous dessus pour pas qu'il ouvre les portes. Et puis, ouais, je suis au rez-de-chaussée, mais c'est rez-de-chaussée comme un premier étage. Et en fait, ouais, il peut jeter des trucs et puis même, il pourrait même y aller, quoi. D'accord. Ah ouais, il peut se mettre... Ouais, en danger. Ouais. Il peut se mettre en danger. Quand tu vas te promener même au bord du lac avec lui... Il pourrait... Ah ouais, il peut aller... Si tu l'empêches pas, il va dans l'eau même quand il est gelé, hein. Ah ouais, Alessio, lui, à partir du moment où il peut aller faire un tour dans l'eau, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Pour lui, ouais. Et c'est quand qu'on diagnostique ces troubles-là? C'est à quel âge pour Alessio, par exemple? Alors, Alessio, lui, il y a une suspicion, en fait, à 18 mois, 2 ans. J'ai vu, en fait, comme il avait une évolution normale, et en fait, à 18 mois, tu avais comme un rideau qui se mettait sur ton enfant. Il te regardait plus forcément dans les yeux. Et en fait, vraiment, le truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il disait pas maman. Et moi, le truc, mon fils qui me dit pas maman, franchement, c'est super, super compliqué. Et je t'avoue que j'ai pas arrêté de frapper au bureau des médecins pour savoir, pour investiguer. Au début, on me disait c'est un prématuré parce qu'il est né à 7 mois et demi, Alessio. D'accord. Et on m'a dit ouais, faut lui laisser un peu le temps et tout. Mais moi, je voyais vraiment qu'il y avait quelque chose qui jouait pas dans son comportement. Il répondait pas forcément à son prénom quand je l'appelais. Enfin, c'était comme s'il partait. Ton enfant changeait. D'accord. Et en fin de compte, je suis tombée chez une neuropédiatre. Et cette neuropédiatre, au bout de 5 minutes, elle m'a dit il est autiste. Direct, c'était clair. Ah ouais, non, mais très très vite, elle me l'a dit. Et autiste, parce qu'il y a différents degrés. Après, t'as différents degrés en fait. Hein, mais elle osait pas trop le dire, mais elle disait autiste moyen. Autiste sévère, elle était pas trop... Elle était un peu perdue. Donc là, il y a eu une suspicion. Ouais. Et vraiment, le vrai diagnostic a été posé à l'âge de 4 ans. Un centre de ressources en autisme. D'accord. Et là, ils ont posé un autisme. Et puis ensuite, on a fait aussi des recherches génétiques et on a trouvé, parce qu'il y a des gènes qui sont liés à l'autisme. D'accord. Et Alessio, en fait, il a un gène spécifique qui s'appelle le SHANK3. SHANK3, ok.
avec une mutation du gène qui est unique, en fait, dans le monde. Donc Alessio est unique en soi. Son gène, en tout cas, dans la base de données, c'est le seul, avec cette mutation de gène. D'accord. Le SHANK3, il existe pour d'autres enfants, mais lui, il a une mutation du SHANK3 qui est spécifique. Et dans les bases de données, c'est le seul à être répertorié, en fait. Donc, et le SHANK3, ça indique la sévérité la plus haute, en fait, dans l'autisme. Wow. Ouais. Parce que tu as le 1, le 2 et le 3. Donc toi, en tant que maman, on t'annonce tout ça. Ouais. C'est quoi? C'est la panique ou tu te dis, en fait, non, je vais faire le même rôle que s'il était, entre guillemets, neurotypique. Et je vais en fait m'enseigner, apprendre de cette maladie pour essayer d'être la meilleure personne pour lui. Alors écoute, sur le coup, quand on m'a annoncé ça, ça a été comme si tu recevais un gros coup de pelle dans la tête, quoi. Franchement, t'es un peu sonné. Même s'il y a une suspicion avant, t'espères toujours en tant que parent que ça soit autre chose. Je te dis la vérité, hein, franchement, c'est ce que tu ressens. C'est sûr. Moi, je me rappelle, je suis sortie de ce centre et il y avait un grand soleil et je t'avoue que quand je suis sortie, j'ai été éblouie par le soleil et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais, quoi. Et j'ai plutôt un caractère de battante, en fait. Et je me suis dit, non, c'est hors de question, je vais pas le laisser, il y aura toujours moyen. Après, peu importe le diagnostic qu'on pose sur mon fils, pour moi, c'est pas un pronostic vital. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de pronostic. Donc, je m'en fiche de ce qu'on me dit. Je vais emmener Alessio jusqu'au maximum où lui peut aller. J'irai jamais au-delà d'où il peut aller, j'irai seulement où lui peut aller. Dans un soutien plus que de le pousser, dans un soutien, et puis je veux pas qu'il souffre d'aller au-delà de ce qu'il peut faire, quoi, parce qu'après, c'est le mettre en souffrance. Tout à fait. Et j'en ai pas envie du tout. Moi, je veux qu'il vive sa vie tranquillement. Moi, après, je suis là pour assurer derrière, parce que c'est comme ça, et je serai là tout le temps pour assurer derrière. Mais voilà, quoi. Donc, en fait, j'ai pris mon courage à deux mains, et puis la semaine juste d'après, je suis montée à Strasbourg faire une formation en moyens de communication alternatifs, parce qu'ils parlent pas forcément. Donc, il faut un moyen de communication avec des pictogrammes. Ça s'appelle la méthode PEX. D'accord. Exactement. En fait, ils communiquent avec des pictogrammes. D'accord. Donc, j'ai une formation là-dedans. Et ensuite, j'en sais enchaîner tout de suite avec une formation en ABA. Donc, c'est une méthode comportementale qui permet, en fait, de gérer tout ce qui est troubles du comportement. Et puis, de gérer la façon dont eux peuvent réagir, parce qu'ils réagissent différemment de nous. Et puis, ils ont un ressenti différent de nous. Donc, il fallait apprendre ça pour pouvoir gérer au mieux Alessio. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des clés en main et ça m'a permis de beaucoup travailler avec Alessio. Voilà, moi, j'ai toujours travaillé un peu à mi-temps. Et le reste du temps, je me suis occupée d'Alessio. J'avais fait une chambre de thérapie, en fait, dans l'appartement. Et en fait, j'ai des armoires remplies de jeux éducatifs, de tout style de jeux. J'ai créé des jeux, j'ai créé plein de choses pour lui apprendre, en fait, des mots, des choses. Chaque jour, on apprenait quelque chose tout en s'amusant. Lui, il pensait qu'il allait jouer. Mais en fait, c'était tout c'était tout de l'éducatif et pour lui faire développer des compétences. Après, ouais, j'ai énormément bossé avec lui. J'ai fait énormément de vidéos. Tu vois la progression de ton enfant, tu vois tout ça. Et puis, à l'heure actuelle, je t'avoue que normalement, une personne avec SHANK3 ne parle pas forcément. C'est très rare. Donc, avec un SHANK3, normalement, tu ne parles... C'est rare. C'est très rare, ouais. C'est très rare. Normalement, tu ne parles pas. Ouais, exactement. Normalement, ouais. Et Alessio, il a des mots, il n'est pas capable de communiquer. Vous arrivez à avoir une communication? J'arrive à avoir une communication avec mon fiston, ouais. Il me dit même « je t'aime, maman ». C'est vrai? Ouais. Après, est-ce qu'il en a vraiment conscience? Mais en tout cas, il me fait des câlins, il me dit « câlin, maman ». Et moi, c'est bon, j'ai ce que je veux là-dedans, quoi, je t'avoue. D'accord. Donc, c'est on va dire, des échanges qui sont quand même... Ils sont clairs pour toi? C'est-à-dire que, est-ce que moi, si je parlais avec Alessio, je comprendrais tout ce qu'il me dirait ou pas? Pas forcément, non. Pas forcément? Non, pas forcément. C'est dans son langage à lui. Mais tu vas comprendre des choses, c'est clair. D'accord. C'est clair, mais bon, après, au bout d'un moment, il peut... comment te dire, dans ces discussions, il est très pris par certaines choses qu'il aime beaucoup. Oui. Et puis, il peut te répéter, ça s'appelle une écholalie, en fait, toujours les mêmes mots. Mais il peut te les répéter 300 fois dans la journée. C'est vrai? Ouais. Parfois, il faut le faire décrocher un petit peu, le faire passer à autre chose pour qu'il dise autre chose. D'accord. Mais il te dit souvent des mots, voilà, il adore regarder les vidéos de voitures sur l'iPad de gars qui conduisent leur voiture, et puis il te dit à chaque fois, il n'est pas encore arrivé le monsieur, il n'est pas encore arrivé le monsieur. Et puis, mais au bout d'un moment, c'est quand même fatigant, je t'avoue. Mais voilà, quoi. Mais voilà, c'est un enfant, enfin bon, moi, mon fils, c'est mon fils, donc en fait, je suis peut-être pas objective, mais
c'est le meilleur, quoi. Enfin, c'est le meilleur. Il est génial. C'est un enfant qui danse, qui arrive, qui te prend les mains, qui danse, qui te met de la musique. Il est très à fond dans la musique et dans les clips en ce moment, avec toutes les musiques. Voilà, il peut aller du Kobalade à Aya Nakamura en permanence. Trop beau. Voilà, quoi. J'ai plein de vidéos avec lui et tout. Et franchement, voilà, moi, je veux que ma maison, ça soit la maison du bonheur pour lui. Je veux que la maison, ça soit du répit pour lui, puis qu'il s'éclate, en fait. Moi, mon but, c'est dans sa vie, c'est qu'il kiffe, en fait. Ouais. C'est juste ça, mon but, qu'il soit heureux. Après, le reste, c'est le plus important. On est là derrière. Voilà. Et au niveau des écoles, la scolarité, comment ça se passe? C'est des écoles spécialisées pour les enfants atteints d'autisme? Alors, tu as des écoles spécialisées pour enfants atteints d'autisme. Lui, Alessio, il avait vraiment besoin de spécialiser. Ouais. Donc, on a pris une école pour enfants atteints d'autisme. Et puis, donc, il est avec d'autres enfants atteints d'autisme à différents degrés, différentes formes. De toute façon, il faut savoir qu'en autisme, on ne parle pas d'un autisme, on parle des autismes. C'est-à-dire que c'est comme toi et moi, on est différents. Oui, toi, tu vas aimer certaines choses, moi, je vais aimer d'autres choses. Voilà. Eux, c'est pareil, ils fonctionnent pareil, quoi. Et puis, voilà, ils ont une prise en charge plus structurée que dans une école basique. Et puis, ils sont au maximum dans certaines classes, 4 par classe, avec institutrice spécialisée, éducateur spécialisé, et puis parfois des stagiaires qui sont là pour gérer, pour apprendre. En même temps, ils apprennent. Et voilà, quoi. Donc, tu as quand même des lieux adaptés, mais après, tu n'en as pas non plus énormément, quoi. Tu n'en as pas non plus énormément. Et je t'avoue que parfois, au niveau de la prise en charge, ils font ce qu'ils peuvent, malheureusement. Ils n'ont pas forcément tout le temps les moyens de tout mettre en place, ce qu'il faut pour que l'enfant soit géré correctement. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau, même par rapport aux parents? Parce que toi, tu as un job, ton mari a un job. Exact. Est-ce que les choses... Quand tu as un enfant qui est, par exemple, qui est atteint d'autisme ou qui a une maladie, est-ce que tu trouves que les institutions font le nécessaire pour que les parents aient le temps adéquat pour s'occuper de leurs enfants, par exemple? Les institutions, s'ils ont le temps de... C'est-à-dire, est-ce que tu trouves, par exemple, que, comme tu disais, on s'occupe de ton fils, c'est une chose, mais est-ce que toi, en tant que tu travailles, par exemple, est-ce que tu as la possibilité où tu te sens rempli de ta tâche, malgré les contraintes du travail, par rapport à ton fils, tu vois, c'est-à-dire en question de temps? Parce que... Non, moi, on va dire que j'ai aucun temps pour moi, quoi, tu vois. Ouais. On n'a pas de temps, on souffle pas, en fait. Voilà, on souffle jamais. Jamais. On n'a pas le temps. Par exemple, ça doit faire 10 ans que je suis pas allée au cinéma. Un dîner en amoureux le soir... Compliqué. Je ne le fais pas. Aller au restaurant, c'est rare. Parfois le midi, quand on a du temps tous les deux et qu'on peut aller au resto. Sinon, à la base, on commande au resto à emporter et puis on fait à la maison le restaurant. C'est du non-stop, en fait. C'est du non-stop, en fait. Tu vis pas et puis... non, tu vis avec le handicap, quoi. Tu vis avec le handicap et toutes les contraintes que ça apporte, en fait. Ouais. Et après, non, les institutions... tu peux pas, ils te donnent pas forcément... Oui, ils sont là pour s'occuper de la scolarité des enfants, mais après, quand le scolaire s'est terminé, ils rentrent à la maison et puis fini, quoi. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un système de parascolaire, tu vois, qui termine un peu plus tard, ou déjà pour pallier à nos problèmes d'emploi du temps, parce que c'est un gros problème. Ça, c'est une gestion de fou, en fait. On doit te gérer comme des fous, puis parfois, c'est compliqué. Le travail, l'enfant. Ouais, le travail, l'enfant, puis tu as des éducateurs à la maison. Moi, j'ai embauché des éducatrices. Si l'éducatrice, par exemple, elle a loupé son train ou elle n'est pas là, tu vois, elle est malade, toi, tu dois quitter ton travail. Parce que ton fils, il y a le taxi qui arrive à 15h50 devant ta maison. Et il faut que tu sois là pour le récupérer. Parce que si tu n'es pas là, il est tout seul. Et ça, c'est l'angoisse en permanence. Mais le temps... C'est non-stop. C'est non-stop. C'est 365 sur 365. Ça s'arrête pas. Et 24 heures sur 24. 24. Alexandra, le samedi 17 juillet 2021. Date un peu compliquée pour moi, ouais. Peut-être normalement, genre en plus de vacances, non? À la base. Alors, à la base, date de vacances, je t'avoue que c'était un samedi. Et justement, on avait mis Alessio dans une UAT. Pour pouvoir préparer nos valises. Qui est encore UAT, juste pour préciser. Unité d'accueil temporaire. En fait, c'est comme un centre aéré, mais par contre, c'est pour enfants en situation de handicap.
Ça nous permet d'avoir du répit ou ça nous permet de pouvoir bosser. En fait, ils s'occupent de nos enfants pendant les week-ends, pendant les vacances scolaires et tout. Et en fait, il était là-bas. Et nous, on devait justement préparer nos valises pour partir en Corse. On était très contents d'y aller d'ailleurs. Enfin du repos. Enfin du repos et du répit, quoi. Enfin du répit, voilà. Bon, en Corse, voilà, on est à 300%, mais ça n'empêche que voilà, c'était les vacances, on était au bord de la mer, c'était changer d'environnement, c'était top. Exactement, quoi. Tout à fait. Et en fait, il s'est avéré qu'on l'a mis le 17 juillet à 8h15 dans une UAT. Et la personne qui a pris mon fils, en fait, c'est une personne en qui déjà j'avais des doutes. Parce que 2 jours avant, le 15 juillet, le jeudi, le soir, quand je suis allée chercher mon fils, et en fait, cette personne-là m'a donné l'enfant de quelqu'un d'autre. Un autre enfant, un plus petit, moins âgé qu'Alessio. Et il me l'a donné dans la main et puis il partait. Il partait. Et puis je lui dis, excusez-moi, c'est pas Alessio. Moi, Alessio, il est plus grand, il a 10 ans, il est plus grand que lui. Cet enfant ne parlait pas. Cette même personne avait réceptionné Alessio le matin même ou pas? Non, il m'a vu. En fait, t'as plusieurs personnes, plusieurs éduques, et puis en fait, il ramène les enfants, mais lui, il pensait que j'étais la maman de cet enfant, quoi. D'accord. Mais il m'a rien dit du tout. Il m'a posé l'enfant dans les mains. L'enfant me tenait la main, le pauvre, et il partait. Et je lui dis, excusez-moi, c'est pas mon fils. Moi, je suis la maman d'Alessio. Il a 10 ans, il est plus grand. Wow. Puis le petit, il parle pas, quoi. T'as certains autistes qui parlent pas du tout, quoi. Et puis, même Alessio, tu pourrais le donner la main et il dira pas, ouais, c'est pas maman, quoi. Ouais. Wow. Et là, j'ai dit, quand même, c'est quand même chaud pour un éduc de donner l'enfant de quelqu'un d'autre. Dur. Et puis, en fin de compte, le samedi matin, moi, quand mon concubin il va poser Alessio là-bas, il le pose à un éduc. Et puis, quand il rentre à la maison, il me décrit l'éduc. Et puis, je lui dis, putain, c'est l'éduc de jeudi qui m'a rendu l'autre enfant. Ça craint. Et puis, je dis, je suis pas sereine. Je suis pas sereine. Là, déjà, j'étais pas sereine. Et puis, il me dit, écoute, on va appeler à midi pour savoir comment ça se passe la journée d'Alessio. T'avais déjà fait ça auparavant ou jamais? Alors, à la base, on l'a jamais fait. On n'a pas appelé on n'appelait pas à midi. Peut-être 1 ou 2 fois au début quand il a commencé l'UAT pour savoir comment il gérait, comment il allait. Mais là, t'es suspicieux, il y avait quelque chose mais là, il y avait suspicion, vraiment. Okay. Et c'est pour ça que, à midi et quart, le papa d'Alessio appelle. Et en fait, on a une dame au téléphone, une éduque, qui dit Alessio, il est super fatigué, quoi. Il s'est endormi sur un banc à 10h du matin. Puis je dis, mais attends, c'est bizarre. Moi, j'étais là, je regardais. Et puis, son papa, il me disait, mais c'est bizarre, je comprends pas comment ça se fait qu'il s'est endormi à 10h du matin sur un banc, sachant qu'il avait fait une super nuit de sommeil. Tu fais ses nuits, exactement. Quand à la base, les nuits sont compliquées pour les enfants autistes à la base. Mais là, il avait fait une super nuit. Et puis, on a dit, mais c'est bizarre, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Ah non, mais vous inquiétez pas, il va bien, vous pouvez venir le chercher après. On dit, bon, ok. On a senti le truc bizarre. On s'est dit, mais attends. On est sûr qu'il parlait d'Alessio. Voilà. Surtout que c'était une dame. À la base, c'était un homme qui l'avait pris. Enfin bon. Et en fin de compte, on a dit OK. Et puis à 5h15 le soir, son papa retourne le chercher. Et là, son papa, il était halluciné, quoi. Enfin, Alessio arrive, il avait des résidus noirs sur le côté droit du visage, sur les dents des choses collées, sous les ongles des choses noires collées aussi. Alessio était absent, paniqué, complètement paniqué, à courir, à vouloir absolument rentrer dans la voiture. Mais il était en panique. Et en fait, il est rentré. Son papa a demandé ce que c'était, les résidus noirs. Ils lui ont dit, on pensait que c'était de la salade. On voyait bien que ce n'était pas de la salade du tout. On n'a jamais su ce que c'était d'ailleurs. Et le truc, c'est que, comment te dire... il lui a juste dit, Alessio, aujourd'hui, il était super fatigué. C'est la réponse de l'éducateur. C'est tout ce qu'il a dit. Donc, il a repris Alessio. Sur la route, il voyait dans le rétro, il regardait Alessio. Il se disait, mais c'est bizarre, il est absent et tout. Et moi, en attendant, j'étais à la maison avec ma petite. Je lui avais préparé son bain parce que j'allais donner le bain à la petite. Et puis, dès qu'il a ouvert la porte, je te jure, dès qu'il a ouvert la porte, je le vois encore. Je vois son regard, je te jure, j'ai vu son visage. Il était totalement différent. C'est-à-dire qu'il bavait fortement. Quelque chose qu'il ne faisait pas d'habitude? Ah non. Chose qu'il ne fait absolument pas. Il avait le regard embué, des problèmes d'élocution, comme si sa mâchoire elle était bloquée en bas.
Et je lui parlais, je lui disais, mais ça va, Alessio, qu'est-ce qui se passe? Et il était absent et beaucoup de bave et tout. Puis je lui dis, bon, bah, viens, on va changer ta couche. Sa couche était franchement souillée, je t'avoue. Et je dis, parce bah écoute... Donc, ils portent la couche et donc ils auraient dû aussi le changer là-bas, ce qu'ils n'ont pas fait. Alors à ce moment-là, il était hyper souillé. D'accord. Voilà, à ce moment-là, il était hyper souillé, donc il n'était pas super bien changé parce que ça faisait un bon moment qu'il avait la couche, je te garantis. Donc je lui dis, bah écoute, on va prendre le bain. Le bain était prêt, on va prendre le bain. Je le prends, je le mets dans le bain et je commence à le savonner. Je dis à son papa, c'est bizarre. Et puis il me dit, je vais appeler l'UAT pour savoir si s'est passé quelque chose aujourd'hui. Il était en ligne et quand il était en ligne, je commence à le savonner et il se met à trembler de partout, mais de partout, de tout son corps. Et là, je dis, raccroche, il faut appeler l'ambulance, il y a un problème, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et en fait, on a appelé l'ambulance directe, ils sont arrivés très très vite, heureusement. Ils ont vu qu'Alessio, il était dans un état comme s'il avait un choc, il nous parlait de choc traumatique. Il s'exprimait quand même? Non, il disait pas grand-chose, il avait des problèmes d'élocution. D'accord. Et ils lui ont fait un test de glycémie pour voir si c'était pas du diabète ou quelque chose comme ça. Et puis ils ont vu vraiment l'état d'Alessio qui se détériorait. Et ils ont dit, bah, on va l'emmener à l'hôpital. Et en fait, j'ai dû l'aider en fait, à rentrer dans cette ambulance. Et en fait, ouais, il se dégradait, il est rentré en marchant. Et arrivé à l'hôpital, c'était impossible de le faire marcher. Il était... donc, c'est-à-dire, sur le trajet, son état s'est détérioré en l'espace de, ouais, on va dire 20 minutes, quoi, le temps d'arriver à l'hôpital. Et là, je me dis, mais il y a un truc qui joue pas. Et puis moi, tout de suite, je t'avoue que j'ai pensé à une prise médicamenteuse, clairement. Parce que le fait de baver comme ça, énormément, j'ai vu beaucoup d'enfants qui ont été sédatés, en fait. Et tout de suite, j'ai eu un soupçon là-dessus. Hein, mais vraiment tout de suite. Et en fait, ils l'ont pris, ils lui ont fait à l'hôpital plein d'examens. Et en fait... Qui allait dans ton sens ou il y avait quelque chose qui était... Alors, sincèrement, il cherchait, il se posait la question de savoir si il a eu un choc sur la tête, ce qui est normal. Donc, on a regardé sa tête, voir s'il avait une bosse, s'il avait quelque chose. Et puis, on a même rappelé l'UAT pour savoir s'il était tombé, s'il était allé en forêt, pour savoir s'il avait pris des baies. Tu sais, des baies, on ne sait pas qu'il avait mangé quelque chose de poison, je ne sais pas quoi. Et ils ont toujours été catégoriques, ils ont toujours dit non, il s'est strictement rien passé, voilà quoi. D'accord. Et en fait, ils investiguaient quoi, ils essayaient de voir ce qui se passait, ils comprenaient pas très bien. Et puis moi j'ai dit au médecin, j'ai dit écoutez, il faut faire une toxicologie quoi. Et ça c'est la même journée? Le soir même. Le soir même. Le soir même, j'ai demandé une toxicologie pour mon fils parce que j'avais vraiment le doute que c'était ça quoi. Je me dis tu peux pas être comme ça. D'un coup, quand le matin mon fils était en train de danser en fait dans l'appartement devant ses clips, il était super joyeux et tout ça, et puis tu le retrouves comme ça le soir, c'est mais vraiment un choc de fou. Et je dis mais c'est pas possible, c'est un médicament. Donc j'ai insisté, j'ai demandé. Ils lui ont fait une prise d'urine. Enfin, en fait c'est la toxicologie basique pour chercher cocaïne, les drogues dures, enfin tout ça. Mais moi je voulais vraiment une prise de sang sur les neuroleptiques parce que j'ai demandé ça clairement. Le médecin m'a répondu comme quoi, mais vous voulez qu'on cherche quoi comme neuroleptique? Il y a plein de neuroleptiques. Et puis je lui dis, le premier neuroleptique qu'on donne en autisme chez les enfants autistes, c'est le risperidone, le Risperdal en fait. Le vrai nom, c'est Risperdal. Et ils n'ont pas voulu, ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont pas écouté. Ils ont continué à faire leur série d'examens. Le lendemain, Alessio a eu un IRM cérébral. Là, il est sous surveillance pendant tout ce temps, quand même? Ah oui, il a été mis en soins intermédiaires, en fait. Soins intermédiaires, carrément? Ouais. Soins intermédiaires, ouais. Soins intermédiaires, parce qu'en fait, son cœur, il tachycardait à ce moment-là. Wow. Il était en tachy, donc beaucoup de pulsations, quoi. Et en fait, ils se sont dit, là, il faut une surveillance accrue. Je t'avoue qu'il lui vérifiait ses pupilles toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures? Toutes les 2 heures, il vérifiait ses pupilles. Il avait un scope de surveillance sur le corps avec les électrodes pour vérifier son rythme cardiaque, hein, tout ça. Puis après, voilà, on nous a parlé de tumeurs cérébrales, d'AVC, d'infection du cerveau auto-immune. D'accord. Sachant que... Mais en tant que possibilité? Plus des possibilités en fait, que... ils ont fait quand même leur travail en disant en cherchant toutes sortes de pathologies, mais à la base...
il y avait un point bien précis à chercher, il ne le cherchait pas. Il ne cherchait pas. Et pourquoi? Je ne sais pas. J'ai pas eu de réponse plus claire que ça là-dessus. Mais voilà, il est passé par un IRM cérébral, sachant que, Alessio, à la base, tu ne peux pas lui faire un IRM cérébral à la base en état normal. C'est impossible de lui faire un examen. Okay. Il ne se laisse pas faire. Il se laisse pas faire. Ah non. Par exemple, si tu veux lui soigner les dents, Alessio, tu es obligé de l'endormir. Ah ouais. Ah non, il ne se laissera pas toucher. Hein. C'est hyper compliqué. Donc là, c'est vraiment qu'ils ont les examens. Là, il était totalement... il ne bougeait plus. Il est resté 48 heures dans un lit totalement léthargique. Quand tu voulais lui plier les membres, en fait, toi, tes membres, ils font comme ça. Ouais. Et lui, en fait, c'était cranté. En fait, tu avais beaucoup de peine à lui plier les membres. On n'arrivait plus à lui plier les membres comme toi, tu peux le plier comme ça. Et c'est des effets, en fait, secondaires, ça, de neuroleptiques et tout. Donc, ça rentrait vraiment dans le tableau clinique de cette prise de neuroleptiques. Donc, voilà, on nous a fait très, très peur, en fait. Très, très peur à l'hôpital, parce que quand on te parle de tumeur cérébrale, quand on te parle d'AVC, et puis le pire, c'est l'infection auto-immune du cerveau. Et qu'on te dit, on demande si c'est ça, s'il y a un remède, et puis qu'on te dit qu'il n'y a pas de remède. Puis surtout qu'Alessio n'est pas forcément réceptif et que toi, tu demandes quelque chose qu'on ne te donne pas, donc tu sais pas vraiment... Tu fais confiance au médecin en plus. Tu te dis, je sais au fond de moi que ça doit être ça, parce que je vois vraiment comment il est. Mais on te dit que ça peut être d'autres choses. Ouais. Mais c'est normal, ils sont médecins, ils cherchent des pathologies. Eux, leur métier, c'est de chercher des pathologies. Mais ils devraient écouter les parents. On est les premiers quand même à connaître le mieux notre enfant. C'est clair. Et là, franchement, je ne me suis pas sentie entendue. Tu vois, je l'ai dit et tout, et ça n'arrêtait pas. Et donc, on a fait cet examen IRM cérébral, et Dieu merci, il n'y avait rien. Mais il a eu aussi il a eu 2 électrocardiogrammes, parce qu'après, par la suite, son cœur, il tachycardait, mais après, il bradycardait, il redescendait super bas. Ouais. Enfin bon, ça n'arrêtait pas de sonner. Wow. Et là, je peux dire que le cœur d'Alessio, heureusement qu'il a un bon cœur, quoi, déjà. Et je t'avoue que c'est ultra flippant quand tu vois le cœur de ton enfant monter et descendre comme ça. Enfin, tu te dis, mais je vais jamais sortir de ce cauchemar, quoi. Mais tout ça, tu as réussi à le gérer en sorte où, tu vois, ces questions que tu posais, ou même le fait que tu savais qu'il fallait faire une prise de sang, était dû au fait que tu t'étais enseigné avant? Est-ce que, tu vois, tu avais déjà ce savoir? Oui, j'avais ce savoir. Tu vois, qui était en toi. Donc, c'est pour ça que toi, tu demandais quelque chose de bien précis, alors que peut-être un autre parent dans ta position qui n'avait pas fait le travail en amont n'aurait pas eu. N'aurait pas eu, aurait totalement subi cette situation. Ouais. Mais moi, je l'ai subi malgré tout. Oui, je t'avoue, je l'ai subi. Mais moi, j'étais convaincue de ça. Et en plus, j'ai dit exactement ce qu'il fallait chercher. Et franchement, je me suis pas sentie écoutée. Mais au bout de combien de temps ils le font alors, cet examen? Alors en fait, ils ont fait cette batterie d'examens, ils ont fait aussi un électroencéphalogramme, et puis en fait, le lundi matin, en fait, on a pris le taureau par les cornes, en fait, avec son papa. Donc vous êtes rentré samedi soir à l'hôpital? On est rentré samedi soir à l'hôpital, et on est ressorti le mardi soir de l'hôpital. Et c'est le lundi seulement ils font l'examen que tu demandes? Le lundi soir, le 19 juillet, en fait, ils décident de faire une prise de sang, parce que le matin, on a appelé la brigade criminelle de Lausanne. On a appelé le service de protection de l'enfance, sachant que sur place, à la base, à l'hôpital, tu as quand même des organismes précis, quand il y a des cas comme ça, qui doivent s'occuper de toute cette gestion. Et nous-mêmes, on a dû appeler la police. Nous-mêmes, on a dû appeler le service de protection de l'enfance pour pouvoir pallier à tout ça. Et puis quand ils ont vu qu'il y avait tout ça, ils se sont dit, le soir, peut-être qu'on va lui faire une prise de sang. Et en fin de compte, ils lui ont fait cette fameuse prise de sang. Et en même temps, ils ont aussi pris des photos, puisqu'en fait, il avait des marques sur les mains. Il avait des marques à ce niveau-là, sur ses 2 doigts et ses 2 doigts. Il avait aussi des bleus à ce niveau-là et juste derrière. Et ils ont pris seulement 2 jours après ces photos, sachant que le samedi, quand il est arrivé, on les a montrées, ces marques. Et ils ont voulu savoir. Ils ne l'ont pas fait. Pour quelle raison, je peux pas te dire. Je sais pas.
je sais pas ce qui s'est passé pour eux, mais je sais pas si on était suffisamment crédible. Mais j'ai insisté, hein. Moi, je me suis pris la tête aussi avec les médecins. J'ai insisté fortement. Et puis, en fait, il s'avère que on est sorti de cet hôpital le mardi soir et que les résultats, on les a lus une semaine après. Et il s'est avéré que dans le sang d'Alessio, il y avait du risperidone et pas à petite dose. Donc, en fait, ça veut dire qu'il a été... qu'il a eu ça. Est-ce qu'il a... Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas te le dire parce que je ne sais pas. Alessio ne pourra pas nous le dire non plus. C'est bien là le problème. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'on aurait pu droguer ton fils? Est-ce qu'on aurait pu droguer mon enfant? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que un pot de médicaments est resté sur la table? Pris tout seul. Mais voilà, Alessio, il est incapable d'ouvrir un pot avec une sécurité dessus. Tu lui as donné des médicaments auparavant? Jamais? À Alessio, il a déjà eu des médicaments. Après, j'ai des médicaments qui sont à la maison ou mes articles ménagers qui sont à la maison. Il ne va pas prendre quoi que ce soit de tout ça. D'accord. Donc voilà, et à la base, dans les institutions, ces médicaments, ils sont, comment te dire, sous clé, en hauteur. Et à la base, par rapport à ce que nous a dit à ce moment-là, celle qui s'occupait de la gestion de l'UAT ce jour-là, elle nous a dit que les médicaments étaient donnés entre 7h et 7h30. Alessio, il arrive à 8h15. Donc il n'y a plus de médicaments. Donc normalement, il ne devrait plus avoir de médicaments. Normalement, il ne devrait plus avoir de médicaments. Et moi, ce que je veux savoir, et ce que je veux vraiment connaître, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Clairement, parce que dans les examens de mon fils, c'est noir sur blanc. Le médicament, il est présent. Il est présent. Et il n'y a aucune ordonnance qui stipule que mon fils doit prendre ce médicament. Il n'y a aucune acceptation de ma part qui dit que vous pouvez donner ce médicament à Alessio, ou rien du tout de tout ça. Donc il a un médicament dans le sang que moi, je n'ai jamais eu sous ordonnance. Et pour t'octroyer ces résultats, ça a été simple avec l'hôpital ou tu as dû... Ah non, mais alors l'hôpital ne m'a jamais fourni les résultats. L'hôpital lui-même Jamais. On les a appelés, on va dire, je pense qu'ils doivent, je sais pas, ils doivent nous blacklister, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'a jamais eu les résultats de leur part à eux. On les a demandés. En tant que parent, tu demandes les résultats de ton fils. Bien sûr. Et ils te disent, oui, on va vous envoyer ça, oui. On a eu plein de personnes au téléphone, on n'a pas arrêté d'appeler, hein, pas arrêté. Ils ne nous ont jamais envoyé d'eux-mêmes ces résultats. Les résultats, je les ai eus par le biais de mon pédiatre, par le biais. Et je les ai eus il y a 3 semaines en arrière. Seulement. La seule chose que j'ai eue de la part de l'hôpital, c'est un constat de fait, dans lequel, en fait, c'est noté qu'il y a une intoxication accidentelle aux neuroleptiques. Donc c'est précisé, accidentel. Alors, dans tout le rapport, tu vois que c'est marqué accidentellement, mais comment ça, accidentellement? Est-ce que vous étiez sur place lors des faits? C'est ça. Pour voir si c'était accidentel. Ça, c'est au ministère public d'en juger que c'était accidentel ou pas. Tout à fait. Mais tout le long du rapport, c'est que accidentellement. Donc tu dis pas accidentellement, tu dis il y a une prise de neuroleptique, quoi. Tu dis c'est tout, point. C'est tout. Point. Mais ça commence déjà avant, du moment où tu appelles l'hôpital pour avoir tes résultats et qu'on ne te les donne pas. Ah non, mais les donne pas, tes parents, toi-même tes parents. T'es tuteur légal de ton enfant, on ne te donne pas, on ne m'a jamais donné les résultats. Et est-ce que là, il y aurait quoi? Donc, une solidarité entre ces institutions comment tu Écoute, franchement, tu te poses... parfois, tu es amené à te poser la question. Tu es amené à te poser la question. Tu te dis, mais attends, il se passe quoi? Pourquoi on ne me fournit pas les résultats de mon propre enfant quand c'est mon enfant? Donc, tu dois avoir les résultats de ton enfant. Je ne vois pas depuis quand on ne donne pas ça, quoi. Enfin, c'est un monde, quoi. Enfin, moi, ça me rend dingue de devoir batailler pour avoir des résultats de ton enfant, quoi. Noir sur blanc, que ce soit noté risperidone. Enfin... C'est de la folie. C'est de la folie, franchement, c'est le monde à l'envers. C'est de la folie. Et voilà, quoi, moi je veux vraiment
Donc vous avez ouvert quand même une enquête? On a ouvert une enquête, on a porté plainte. On a porté plainte, en fait, on a dû prendre un avocat qui nous a fait notre plainte. On l'a remis à la police, mais... Donc ta plainte, concrètement, c'est quoi? Quand on regarde cette situation-là, c'est que toi, tu dis... C'est une plainte pénale. Voilà. Hein. C'est une plainte pénale. Et puis c'est marqué pour... une plainte pénale pour tous les faits. Je ne me rappelle plus exactement parce que c'est des mots bien précis en plus, donc on va pas... dedans. C'est des mots bien précis qu'il y a dedans, mais après, tout ce que le procureur aura envie de mettre comme sorte de plainte vis-à-vis de ce qu'il lit, il peut les mettre. En fait, c'est bien noté en plus. Maintenant, j'ai pas le sentiment que cette affaire avance. En fait, nous, on n'a pas plus de nouvelles que ça. Il n'y a pas vraiment de suivi, il n'y a pas vraiment de nouvelles. Bah non, moi, mon avocat, je l'ai encore eu hier. J'ai toujours pas de plus. Il n'a pas reçu de nouvelles. Il va réécrire au procureur pour avoir des nouvelles sur l'enquête. Mais après, on sait rien. J'ai juste un policier qui a appelé mon mari en charge de l'enquête. Et il l'a appelé, puis il lui a dit, écoutez, monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et puis, moi, mon mari, il se dit, enfin, on a trouvé, on sait ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que, voilà, il y a eu un mauvais... Voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui a donné? Est-ce que c'est arrivé comme ça? Et en fait, c'était pour dire à mon mari la bonne nouvelle. Je t'explique, la bonne nouvelle, quand même, il faut quand même prendre les choses comme elles sont. Votre fils, en fin de compte, l'hôpital ne considère pas qu'il a été en danger. Waouh, c'est ça. Est-ce que tu appelles ça une bonne nouvelle, toi? Tu trouves ça logique qu'on te dit ton fils n'a pas été en danger quand pendant 2 jours, on te dit que ton fils a peut-être ça, ça et ça, qu'on lui surveille, les pupilles, on lui ouvre les pupilles toutes les 2 heures. Il est surveillé 24 heures sur 24 avec un scope où il bradycarde, il tachycarde. On fait quand même un IRM cérébral, donc c'est quand même assez... un IRM cérébral, il faut y aller quand même. Et qu'on te dit qu'on estime qu'il n'était pas en danger, qu'on va avoir des résultats d'enquête, une conclusion d'enquête, mais qu'il ne me la donne pas par téléphone, bien entendu, ce monsieur ne me l'a pas donné. Et qu'on n'a toujours pas les résultats d'enquête. Il m'a dit la semaine d'après, vous aurez les résultats, et puis en fin de compte... je les ai toujours pas au bout d'1 mois et demi, ni mon avocat ni moi d'ailleurs. Et je trouve ça bizarre, quoi. Je trouve ça bizarre que ce policier se permette de dire que c'est une bonne nouvelle, quoi. C'est que on dit à des parents que c'est une bonne nouvelle. Votre enfant, il n'a pas été en danger, selon l'hôpital. Donc moi, je lui ai juste demandé, parce que moi je l'ai rappelé après pour avoir plus d'informations, parce que là c'est le truc, ça peut me mettre quand même hors de moi. Et comment te dire, il m'a dit, quand il m'a dit ça, que pour que l'hôpital n'était pas en danger, je lui ai demandé juste pourquoi alors il était en soins intermédiaires. S'il est en soins intermédiaires avec une surveillance 24 heures sur 24, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui cloche. Mais en attendant, même si on considère que l'hôpital considère qu'il n'a pas été en danger, même si eux ils considèrent ça, ça n'empêche que le risperidone était quand même dans le sang de mon fils, sans mon autorisation, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on essaye de mettre l'affaire un peu en stand-by et tout. J'ai l'impression d'être pas considérée. J'ai l'impression de pas être considérée comme. Enfin, que mon fils n'est pas considéré comme une personne, comme un être humain en fait, comme un être humain parce que c'est un être humain, tu vois. C'est clair. Comment te dire, il a autant de droits que toi et moi, quoi. C'est sûr. Et j'estime que voilà, quoi, il a vécu quelque chose d'horrible. Contrairement, oui, moi je l'ai vécu aussi différemment on l'a vécu différemment parce qu'on est ses parents. Mais il a autant de droits et j'estime que je trouve pas qu'il est protégé. Et je trouve pas que, l'enquête avance. Moi, ça m'arrivait de dire aux policiers, moi, demain, je vais dans la rue, tu vois, j'attrape un enfant qui est neurotypique. Et je lui fournis une dose très forte de risperidone ou de neuroleptique, en fait. Et puis, en fin de compte, ça l'allonge pendant 2 jours. Est-ce que ce soir,
moi, je suis encore chez moi ou je suis en garde à vue. J'aimerais juste savoir ça, en fait. Bonne question. J'aimerais juste savoir ça, parce que là, quand même, on parle de quelque chose de grave. En tout cas, pour moi, à mon niveau, c'est grave. Après, peut-être que pour un enquêteur, c'est pas grave. Je sais pas. Je sais pas comment on peut considérer un enfant handicapé, c'est un enfant vulnérable, qui ne parle pas. Comment on peut le considérer comme ça, quoi? Mais, alors, moi, j'ai une question, c'est que on n'a pas aidé médecins, ton ressenti, mais Alessio, lui, par rapport à ça, par rapport à cet événement-là, quand il en parle, il dit quoi? Alors, Alessio, tu vois, parce qu'il parle pas beaucoup. Le peu de choses qu'il m'a dit, Alessio, voilà. Après, on a fini quand même, après ces péripéties, on a fini par partir en Corse. D'accord. On a vu son pédiatre, qu'il a d'habitude et qui nous a autorisé à partir pour qu'on souffle par rapport à tout ça et qu'on s'éloigne de ça. Et en Corse, je me rappelle, hein, il me disait c'est fini, bobo, bouche, médicaments. Donc il te dit ça. Bobo, bouche, médicaments. Mais ça, tu vois, ce que Alessio dit comme ça, c'est pas recevable. Mais pourquoi pas? C'est pas recevable parce que c'est une personne qui a un handicap sévère et puis c'est une personne qui a une déficience intellectuelle en même temps. Donc, est-ce qu'on va la considérer? Est-ce qu'on va la considérer en tant que telle? Mais c'est quand même des mots forts. Ah ouais, bobo, bouche, médicaments. C'est fini. Il disait c'est fini. Et moi et son papa, on lui disait ouais, c'est fini. On lui disait ouais, c'est fini. Et ça aurait pas pu être considéré? Non. Non, et ça, je trouve ça aberrant, quoi. Mon fils, il le dit, c'est que voilà, pour qu'un enfant autiste sévère arrive à vous sortir médicaments bobo bouche, enfin, je sais pas, c'est clair. Ouais. Quand moi je te le dis, je sais pas, tu trouves ça clair? C'est glacial, totalement. Oui, tout à fait. Et donc, tu sais qu'il y a quelque chose. Puis qu'il te dit, c'est fini. Le pire, c'est qu'il te dit ça. Et pendant un bon moment, il l'a dit. Hein. Pendant un bon moment, il l'a dit. Là, actuellement, il le dit plus, mais je t'avoue que... Ouais. Je pense que ça a été une source. C'est tout frais, tout ça? Ouais, c'est frais. C'est frais, ouais. Ouais, c'est frais. Et puis, il y a des répercussions. Hein. C'est là où je voulais en venir. Ouais. Comment va Alessio aujourd'hui? Ben, Alessio... Alors, est-ce qu'il a eu un coup de stress avec ça? Je peux pas t'expliquer. Mais Alessio, depuis, il est rentré à l'hôpital, il faisait 42 kilos. Donc, c'était déjà un sacré bonhomme, un peu un petit rugbyman, on va dire. Maintenant, il fait plus de 50 kilos. Il a pris 10 kilos. Okay. Il a pris 10 kilos, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas changé son alimentation. On a dû lui faire des examens sanguins pour voir si ça avait bouleversé son système endocrinien. Apparemment, non, on ne sait pas. Enfin, on n'arrive pas à savoir l'impact qu'une dose peut avoir, en fait, sur une dose forte sur un enfant tel qu'Alessio, en fait. Et donc, il a déjà pris 10 kilos, donc c'est pas génial. Non. S'il était déjà en surpoids, donc là, il a encore augmenté le surpoids. Il a eu des difficultés à dormir juste après. Et en fait, dans la longueur, en fait, Alessio est moins conciliant, en fait. Il lui arrive d'avoir des troubles du comportement et puis des gros coups de stress, tu le vois. Il se met angoissé pour un petit truc. Par exemple, tu lui dis non pour une petite chose. Hein. L'autre fois, c'était pourquoi? Il voulait à 8h30 le soir, en pleine nuit, sortir faire de la trottinette. Tu l'as dit. Bah non, je peux pas. Enfin, si je lui accepte, tous les soirs, il va le refaire. Il a que 10 ans, c'est ça? Ouais. Et puis tous les soirs, il va vouloir le refaire. C'est ça le truc. Donc, après, ça risque d'être compliqué à gérer. Et je l'ai vu dans un état, ça lui a pris aux tripes, tu vois. Tu vois que ton enfant est vraiment un gros coup de stress et malheureux. Mais il l'exprime comment? Il l'exprime en pleurant et puis en se tapant aussi. Plus agressif aussi? Plus agressif. En pouvant se taper la tête contre la vitre, en se mettant des claques dans la tête, en tapant contre la porte, en tapant sur les chaises. Pas forcément sur autrui. Hein. D'accord. Pas forcément sur autrui, sur sa personne. Et on voit vraiment que ça le prend, tu vois. C'est pas une crise parce que on voit qu'il y a autre chose. On voit vraiment qu'il est pas bien, quoi. Et ça, moi, je reconnais pas mon fils là-dedans, en fait. Dans ces moments de tristesse, en fait. Que tu n'avais pas auparavant? Non. Alors, j'ai eu des crises, hein, oui, clairement. Bien sûr, comme chaque enfant. Celles-ci sont spécifiques et puis beaucoup plus dures et moins gérables, en fait. Alessio peut faire une crise et vite redescendre, mais là,
ouais, vraiment de la tristesse, et il avait beaucoup de peine à redescendre, en fait. J'avais énormément de peine, limite à... Je me suis dit, je vais le sortir et puis ça va lui faire plaisir, tu vois, mais après, si tu le fais, tu t'en sors plus, quoi. Là, c'est bon, déjà que c'est compliqué pour toi à vivre, tu t'en sors plus, mais voilà, quoi, beaucoup de troubles du comportement, et puis je t'avoue que, bah voilà, on remarque que cette année, avec l'école, bah, ça va plus très bien, parce que bah, il a beaucoup de troubles du comportement, ils ont de la peine à le gérer. C'est vrai. Ouais, ils ont de la peine à le gérer, et voilà, c'est un bonhomme quand même qui fait 50 kilos, donc quand il n'a plus envie d'avancer puis qu'il s'assied par terre, c'est difficile à pour bouger. qu'il se relève, ben, tu dois attendre. Tu dois attendre, mais parfois il peut se mettre assis sur un passage pour piétons, par exemple. Oui. Ouais. Et ne pas bouger. Et pas bouger. Parce que justement, il n'a pas cette notion du danger, comme tu disais. Exactement. Il peut rester, et puis tu dois négocier avec lui pour essayer de le faire bouger. Puis alors quand il fait 15 kilos, ça va, tu le prends, tu le déplaces. Mais 50, c'est autre chose. C'est compliqué. Plus de 50, ouais, tu as un peu de peine. Après, moi, j'ai des alternatives, hein, tu vois. Je prends mon portable, je lui mets de la musique, et puis après, il décide de se relever et tout. Mais moi, il me l'a jamais fait au milieu d'un passage pour piétons. Mais il l'a fait à l'école, il l'a fait dans un parc. Ce week-end, j'ai voulu aller faire des courses. Il était dans un chariot, il voulait pas rester dans un chariot, et puis je l'ai mis dehors, et puis dans le magasin, il s'est mis à s'asseoir par terre, à plus vouloir se relever. Mais on doit manger, donc j'ai géré comme je pouvais, avec les regards interrogatifs de beaucoup de personnes, un peu... Est-ce que tu n'as jamais pris ça comme une contrainte? Non. Non, j'ai jamais pris ça comme une... Alors, l'autisme t'apporte un lot de contraintes dans ta vie. Après, tu t'adaptes, en fait, à lui. Et en fait, non. On a tellement d'amour pour lui que... Voilà, c'est notre chemin de croix, quoi. Et on va le parcourir, et on n'a que ça à faire. Non, on fonctionne avec l'amour, on peut pas... Je le prends pas comme une contrainte, en fait. Ce qui est la contrainte, la principale contrainte, c'est tout ce qui est autour, en fait. Moi, mon enfant, il est comme il est. Ça fait 10 ans qu'on est avec. Ça fait 10 ans qu'on s'en occupe vraiment comme on peut, et du mieux qu'on peut. Mais je sais plus quoi dire, en fait. Tranquille. Le cheminement de... Ouais, le truc, c'est que les gens autour, tu sais, quand un enfant, ils sont pas l'habitude de voir des enfants type Alessio dans les magasins, dehors, en train de faire de la trotte ou de la voiture à pédales. Ce jugement est lourd ou... Ce jugement est très lourd. C'est extrêmement lourd, extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux. C'est des regards méchants? Méchants, ouais, des regards très méchants. Puis le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'arrêtent pas qu'au regard. Ah, il y a carrément aussi des... T'as des gens qui vont jusqu'à... Qui vont verbaliser, qui vont parler. Ah, qui vont verbaliser. Ah, c'est vrai. Oui. Qui vont verbaliser et dire des choses atroces. Des choses atroces. Et toi, en tant que maman... Alors moi, au début, ça m'a énormément blessée. Énormément. Mais puis j'ai du répondant aussi, hein, tu vois. T'as déjà eu des confrontations à ce niveau-là? Des grosses confrontations, ouais. Des grosses confrontations où tu dois défendre ton bonhomme, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait pu lui dire, par exemple? Tu te rappelles du... lui crier dessus pour lui dire d'arrêter, ou voilà. Et puis après, moi, je reprends la personne en lui expliquant que mon enfant est autiste sans et tout. savoir en fait ce qui se passe. Voilà. Et ça. puis, mais t'as affaire à des gens méchants, quoi. Et en fait, bon, après, moi, j'ai souvent eu le cas où on me dit, ouais, ça se voit pas sur son visage, quoi. Mais il faut savoir que le handicap, on le voit pas forcément, quoi. Mais après, dans le comportement, et après, quand tu commences, tu finis par voir très très vite qu'il y a un handicap, tu vois. Et je leur dis souvent que, en fin de compte, qu'ils ont raison, que le handicap n'est pas forcément visible chez Alessio. Ça se voit pas sur son visage, c'est comme la connerie, ça se voit pas sur le leur non plus. C'est clair. C'est pas très gentil, mais au bout d'un moment, tu sais, les jugements, les regards, mais je t'assure, c'est atroce. C'est lourd. Au début, ça a été très très dur. Même encore maintenant, ça fait mal, hein, je t'avoue. Même encore maintenant, ça me fait du mal, beaucoup de mal. Mais en fait, maintenant, je focalise sur mon fils. C'est-à-dire que je ne regarde que lui. Je ne regarde plus autour de moi. Je les sens, les regards. Mais je ne regarde plus, je ne tourne plus la tête. Les gens, écoute, ma foi, se sont décidés d'être mal informés.
mal éduqué. Ma foi, c'est comme ça. Mon fils, il est comme il est. Et il a le droit d'être dans un magasin comme les autres. Et il a le droit de faire autant de choses que les autres. C'est clair. Donc, je ne m'empêcherai pas de faire ces choses-là avec lui, quoi. C'est surtout ça. Et Alex, comment on fait en tant que parents? Bon, vous êtes 2. Mais il y a quand même un impact sur votre personne, non? Tout ça, psychologiquement, au niveau du stress, au niveau de la dépression. Est-ce qu'on arrive toujours à faire face à tout ça? Ou il y a des moments qui sont plus durs, quand même? Il y a des moments... Alors... Parce que tu m'as dit, ouais. Tu fais tout pour ton fils. Et honnêtement, c'est... Et je fais rien pour moi-même. Voilà, c'est honorable du sens. Parce que oui, c'est le petit, mais toi et ton concubin. Sincèrement, on n'existe plus. Sincèrement, je te dis la vérité, on ne vit que par ça, quoi. Et par nos enfants, parce qu'il y a aussi Mathilda qui est là. Il y a Mathilda qui est là, et Mathilda, elle est très importante. Et Mathilda, elle a autant d'attention que son frère. Comment t'expliquer? Ouais, je ne pense... C'est lui qui passera en premier, quoi. C'est eux qui passeront en premier, clairement. Clairement, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et ça, c'est quelque chose que aujourd'hui, vous acceptez et assumez? Ou des fois, je sais pas... Des fois, t'aimerais. Hein. Des fois, t'aimerais faire des choses. Tu vois les autres qui vivent une vie plutôt stable, avec en train de faire des choses. Et c'est vrai que t'aurais envie de pouvoir faire ça. Mais en fait, on s'est tellement mis dans une bulle qu'on est habitué à ce rythme-là et on fait même plus forcément attention à soi, quoi. Moi, je t'avoue qu'avec cette histoire qui s'est passée, en fait, le 17 juillet, quand ça s'est passé, j'étais en pilote automatique, en fait. J'ai tout encaissé, en fait, là-bas. J'ai vraiment bien géré là-bas, en fait. J'ai pris beaucoup. Mon concubin a plus lâché, vraiment. Il était vraiment très, très mal, au plus mal. Ah, ouais. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais dans une panique, je l'ai jamais vu comme ça. Franchement, c'était très dur de le voir dans cet état. Et là, c'est toi qui... Et maintenant, c'est moi qui ai un revers, en fait. Aujourd'hui? Je suis en arrêt depuis le 23 août à cause de ça. En fait, en gros, ça m'a traumatisée, quoi. Ça m'a traumatisée parce que de le voir dans cet état, j'ai été perturbée. Je le vois encore sur ce lit. Et t'es à deux doigts, tu te dis, mais on était persuadés qu'on allait le perdre. Hein. Qu'on n'allait plus jamais le revoir. Et en fait, ce qu'on rêvait, c'est qu'il redevienne comme avant. Et puis que même s'il est en train de tout casser dans la maison, c'est pas grave, je préfère qu'il casse tout dans la maison. Mais qu'il soit comme avant. Mais qu'il soit comme avant, quoi. Qu'il soit comme avant, qu'il revienne à lui et que voilà, quoi. Et c'est beaucoup de souffrance, en fait, ça. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder mon vase. Ouais, parce que j'ai beaucoup donné. Et là, cette histoire me perturbe beaucoup, quoi. Et puis moi, contrairement à Alessio, c'est moi qui ai perdu 11 kilos, quoi, depuis cet événement. Et, du stress. Ouais. Ah ouais. Donc j'essaie de me prendre en main et de faire des temps pour moi et d'essayer de penser un peu à moi. Mais c'est très compliqué de penser à soi quand on est dans une situation... qui demande aussi énormément. Hein. Ouais. Et puis voilà, le stress est extrême, en fait, parce que Et surtout que je pense que depuis cet événement-là, est-ce que tu fais encore plus attention en plus? Je pense que maintenant, ça devient carrément peut-être maladif, quoi. Ça devient une obsession, mais clairement. Clairement, tu es obligé de faire attention. Tu es obligé de faire attention tout le temps, en permanence, de regarder comment il va. Tu regardes, même quand tu es sous la douche, voir s'il n'a pas des marques. Enfin, tu deviens... Ouais, tu de parano, quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu te dis, mais ouais, et puis t'es en stress tout le temps. Il n'est pas avec toi, donc t'as pas les yeux dessus. Donc, t'es en stress, quoi. Moi, je suis en stress. T'es plus tranquille quand il va à l'école aujourd'hui, maintenant? Je suis jamais tranquille. Peu importe où il va, s'il n'est pas avec moi, je suis en stress, quoi. Wow. Et parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. J'ai peur qu'on m'appelle et qu'il lui arrive un truc, quoi. On a tellement touché de près le fait qu'il parte que... je vois vraiment la chose différemment, quoi. Mais voilà, quoi. Mais sinon, pour en revenir à ce que tu disais, le stress avec la vie avec un enfant autiste, c'est du stress puissance 15 000. T'es en stress en permanence, tu dois gérer des crises.
Tu dois gérer les regards des gens. Tu dois gérer les médecins aussi qui te répondent pas forcément tout le temps pour le suivi de ton gosse et tout. Et puis tu demandes de l'aide, tu étouffes. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait pour te soulager ta vie, en fait. Comme je te disais, c'est tout ce qu'il y a autour. S'il n'y aurait pas tout ça, bah voilà, notre fils, on arrive à le gérer. Oui, effectivement, c'est compliqué, mais voilà, quoi, ça enlèverait une couche de stress déjà. Et voilà, mais c'est un stress permanent. Il y a des études qui ont comparé le stress qu'on peut avoir avec un enfant autiste comparé à des gens qui rentrent du traumatisme que les gens qui rentrent de guerre civile. Ah ouais, c'est aussi élevé. Ça a été comparé, ouais. Wow. Puis Alexandra, je sais que tu es encore en plein dedans et que c'est assez récent, mais si tu prends un peu de hauteur par rapport à cette situation, quel message que tu aimerais faire passer? Ben, j'aimerais que ces institutions fassent un peu plus attention aux gens qui peuvent employer. J'ai pas du tout envie de taper en fait sur la tête des institutions, ça c'est pas du tout le cas parce que au contraire ça nous aide et puis on rencontre des personnes dans ce milieu franchement formidables. Mais le truc c'est qu'il y a une surveillance plus accrue de ces institutions, c'est-à-dire qu'il y a des audits comment te dire, plus conformes, parce que le problème des audits actuels, voilà, tu as des gens qui viennent pendant 3 jours, qui regardent, il y a peut-être 300 résidents, je sais pas, hein, je te dis ça, un chiffre comme ça, et puis pendant 3 jours, ils ont voir 300 résidents, tu m'expliques comment tu fais? Tu fais pour gérer, c'est pour regarder après si tout roule bien, voilà. Et qu'on mette un peu plus d'audits de ce style que la même chose que les audits qui peuvent faire les audits financiers, quoi. Les audits financiers, c'est 15 personnes qui restent 15 jours dans l'institution et qui épluchent tous les dossiers pour voir comment ils dépensent l'argent exactement. Et voilà, donc oui, je sais que l'argent du contribuable et l'argent qu'ils ont, ça doit être vérifié, mais que ça soit vérifié, que la même chose soit faite pour... comme ça se passe à l'intérieur. Moi, je veux dire aux gens qu'en 2021, il se passe ça ici. Il se passe ça en Suisse. En Suisse. Il y a des enfants qui reviennent à la maison avec une dose de risperidone dans le sang, une grosse dose, et qui les allongent pendant 2 jours et qui manquent de les tuer, clairement. Et je veux savoir la vérité, je veux savoir si c'est une erreur, je veux savoir si c'est pas une erreur. Je veux juste comprendre, je veux comprendre pourquoi mon fils est rentré dans cet état. Surtout, c'est ça, quoi. C'est ça. Et je veux sensibiliser les gens et aussi les familles d'enfants autistes et autres enfants avec divers handicaps, parce qu'il y en a plein d'autres aussi, de divers handicaps, leur dire que maintenant, faut le dire, faut parler, faut ouvrir la bouche. Il faut l'ouvrir, en fait, parce qu'on ne peut pas laisser nos enfants dans une situation pareille. On ne peut pas vivre avec... en tout cas, moi, je ne peux pas vivre avec le sentiment de rien faire et de rien dire, par peur qu'on m'enlève certaines prestations, prise en charge de mon fils et tout ça. Je ne peux pas me taire, parce que moi, le matin, quand je me lève, j'ai besoin de me regarder dans une glace et me dire que je suis OK avec ce que je fais, avec moi-même. Et là, si je le ferais pas, ça, je ne serais pas OK avec moi. Et j'ai besoin d'informer les gens que ça existe, hein. Que ça existe, et puis voilà, et je sais que ça existe aussi ailleurs et que des personnes se taisent par peur de représailles, quoi. Alexandra, que dire? J'ai envie de te dire que ouais, c'est poignant, quoi. Ouais. C'est vraiment, et j'ai envie de te remercier pour ce témoignage qui me touche énormément, en fait. J'ai pas vraiment les mots. Mais j'ai envie de te dire courage parce que t'as... C'est pas du courage, c'est de l'amour. Je t'avoue qu'on fonctionne avec l'amour. Le courage, peu importe n'importe la personne, tu sais. Le courage, c'est pas du courage. Tu fonctionnes avec l'amour, avec le cœur. Et franchement, peu importe toi avec tes enfants, tu fonctionnerais exactement pareil. Et tu trouves des ressources incroyables. Enfin, moi, j'ai des ressources incroyables. Je sais que cette histoire... Elle m'a mis un genou à terre, mais j'ai l'autre genou qui est levé pour mes enfants. Et je le baisserai jamais. Jamais, jamais. Peu importe ce qui se passe, je vais pas le baisser, quoi. Et
Alessio, c'est un enfant magique. Ces enfants-là sont magiques, il faut juste apprendre à les connaître. C'est clair. Ils sont magiques et je te dis sincèrement, mon fils, je le changerais, même avec une baguette magique, je ne changerais pour rien au monde. Je ne voudrais même pas le changer 2 secondes parce que je l'aime tel qu'il est. J'ai accepté son handicap tel qu'il est et voilà, ma foi, je l'aime comme ça. Je ne changerai rien, c'est tout, rien du tout. Je veux juste le protéger et puis lui dire que je l'aime à la folie. Que je l'aime à la folie et que maman, elle sera toujours là pour toi. Toujours. Je veux juste lui dire que je serai toujours là pour lui et qu'il n'a pas de souci à se faire. Je serai là derrière lui. Voilà. C'est excellent. Mais je t'en prie. Tous qu'on continue à aimer comme tu le fais, parce que c'est une belle preuve d'amour, c'est incroyable. Voilà. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. C'est un plaisir. Merci de m'avoir donné la parole. C'est gentil.